Bonjour à tous. Nous souhaitons vous présenter aujourd'hui les différentes démarches en cours d'un point de vue juridique et politique. Dans sa dernière vidéo, François Asselineau disait tendre la main vers les signataires qui renonceraient à leur action et lui présenteraient des excuses, sous-entendant que c'était déjà le cas pour nombre d'entre eux. Or, depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreux responsables et talents de l'UPR nous rejoignent dans notre volonté de préserver l'UPR. Dans cette vidéo, nous souhaitons expliquer plus précisément aux adhérents la démarche qui nous a conduit à intervenir si urgemment en interpellant notre président fondateur. Nous regrettons que certains aient pu être choqués par la démarche, mais nous affirmons que celle-ci était nécessaire du fait de l'imbrication de deux niveaux dans cette affaire. Un niveau juridique et un niveau politique. Ces deux univers ont une temporalité différente. Par exemple, sans être encore condamnés par la justice, certains hommes politiques mouillés dans des scandales ou des affaires judiciaires sont hors jeu politiquement, et ça pour un bon moment. Or, la cause que nous défendons, à savoir la liberté de la France vis-à-vis des technocrates bruxellois et des va-t-en-guerre de l'OTAN, est plus importante qu'un homme. Même si ses analyses et son point de vue politique restent pour nous fondateurs et pertinents, l'affaire dont nous avons eu connaissance met en danger la crédibilité politique de François Asselineau et donc du mouvement qu'il préside. Nous, membres du Bureau national et cadres de l'UPR signataires, laissons à la seule justice le soin de statuer sur l'affaire concernant la personne physique de François Asselineau. Mais il nous incombe, en tant qu'adhérents et cadres du mouvement, de vouloir préserver l'UPR, sa charte fondatrice et ses objectifs. Aussi, nous souhaitons porter aujourd'hui à votre connaissance quelques éléments d'ordre juridique et politique afin de vous permettre de vous forger votre propre opinion à partir de faits. Ainsi, vous saurez sur quelle base nous nous sommes fondés pour interpeller le président dans notre lettre du 18 avril. Les faits portés à notre connaissance étaient susceptibles d'entraîner des suites judiciaires, et notamment une plainte pénale ou une saisine du Conseil des prud'hommes de la part des intéressés. Or, de telles procédures sont longues. Une plainte pénale peut donner lieu à une instruction qui peut durer au minimum plusieurs mois, voire 1 an ou 2 ans. Il en est de même pour des délais devant le Conseil des prud'hommes. Mais ces délais, valables en temps normal, seront encore allongés consécutivement à l'épidémie de Covid-19, qui a eu pour effet de paralyser l'organisation des juridictions. Il aurait fallu que les effets de cette affaire sur la réputation du parti et de ses membres soient traités et appréhendés. Mais dans ces conditions, nous ne pouvions évidemment pas attendre une éventuelle saisine de la justice, et encore moins une décision, laquelle n'aurait eu de fait que peu de chances d'intervenir avant le début de la recherche des parrainages, voire avant le début de la campagne de la prochaine élection présidentielle de 2022. Il était de notre devoir d'alerter le président de l'UPR et de choisir avec lui la meilleure solution pour éviter un scandale durant cette période si importante pour notre parti, ce qui était l'objet de notre lettre interne. Nous savons, en effet, que le temps politique ne correspond pas au temps de l'instruction judiciaire, surtout en période électorale, où les électeurs se forgent une opinion sur le candidat essentiellement du point de vue de sa réputation et de sa morale, et en dehors de toute considération juridique. Monsieur Fillon en a ainsi fait les frais. Des simples rumeurs ont suffi à le déconsidérer aux yeux de ses concitoyens, avant même l'issue du procès, tout comme monsieur Dominique Strauss-Kahn. Le cas de monsieur Griveaux est encore plus emblématique, puisqu'il a été contraint d'abandonner la course à la mairie de Paris pour des faits qui ne sont même pas répréhensibles juridiquement, mais qui ont mis au jour une faiblesse qui aura conduit les électeurs à juger qu'il ne pouvait pas être apte à la fonction visée. Dans les démocraties modernes rythmées par les réseaux sociaux, le temps du scandale n'est résolument pas le temps de l'instruction judiciaire de l'affaire qui sous-tend le scandale. Et même un simple soupçon, surtout s'il touche à sa probité et à son intégrité, suffit à décrédibiliser un homme et peut entacher sa réputation le temps de la procédure, voire au-delà. Car s'il peut échapper à un juge, un responsable politique ne peut échapper au jugement des concitoyens dont il sollicite les suffrages. Voilà ce pourquoi l'exemplarité de ceux qui prétendent nous gouverner est demandée.
Évidemment parce que la valeur d'exemplarité est noble et constitue un idéal, mais aussi et surtout parce que sa mise en pratique par les prétendants aux plus hautes fonctions est un garde-fou incontournable, essentiel et indispensable. En l'espèce, nous avions bien plus que des soupçons. Nous étions en possession d'éléments concrets et de témoignages qui ont d'ailleurs fini par donner lieu à une plainte. Nous avions donc eu raison de nous en inquiéter. Peu importe que M. Asselineau soit in fine condamné ou innocenté par la justice, la simple éventualité d'une action judiciaire qui nous paraissait certaine et la prise en compte de la durée de la procédure qui devait être concomitante non seulement à la collecte des parrainages en vue des élections présidentielles de 2022, mais probablement également à la campagne électorale, nous a contraints à réagir. C'est en effet pour éviter de faire courir le moindre risque à un mouvement que nous soutenons depuis tant d'années que nous avons jugé indispensable d'avoir en urgence des explications de la part de M. Asselineau et de trouver avec lui un moyen de soustraire le parti au risque judiciaire, qui, si nous n'avions pas réagi aussi vivement, aurait pu remettre en cause sa participation à la prochaine élection présidentielle et à long terme le détruire purement et simplement. Nous n'avons pas à nous substituer à la justice, et nous n'avons aucune velléité en ce sens. Nous avons simplement conscience que la présomption d'innocence n'existe pas en politique, a fortiori pendant la durée de la procédure. C'est un fait, les 3 affaires précédemment évoquées l'ont largement démontré. Alors oui, nous avons fait ce que nous estimons utile et nécessaire au développement de notre parti, en tenant compte de l'aléa judiciaire et des délais de procédure qui restent un handicap en matière politique. En ce qui concerne l'aspect politique de l'affaire, vous devez comprendre que face à la découverte de ces faits graves et indépendamment du volet judiciaire, le Bureau national se devait de réagir pour permettre de ne pas entacher notre mouvement avec les agissements de son président. À la fois dans l'intérêt des victimes, pour ne pas laisser se poursuivre à leur encontre des actes inadmissibles, mais aussi pour éviter qu'une récidive affecte de nouvelles personnes. Et enfin, pour ne pas couvrir et cautionner des actes risquant de discréditer notre cause. Face à cette situation, le Bureau national a fait le choix de l'action, en faisant le nécessaire pour préserver le mouvement et lui permettre de perdurer au-delà du scandale qui éclate aujourd'hui autour de son président. De nombreux éléments, pièces, témoignages, etc. ont été rendus publics. L'ont-ils été par les victimes cherchant du soutien? L'ont-ils été par certains de nos adversaires politiques? Nul ne le sait. Nous déplorons cette situation, mais nous sommes obligés d'en tenir compte. Le principe de réalité nous oblige à admettre qu'à partir du moment où cette affaire existe, quelle qu'en soit l'issue judiciaire, qu'à partir du moment où ces affaires pouvaient être divulguées par nos adversaires à quelques semaines d'un scrutin national, toute candidature de François Asselineau devenait indéfendable politiquement. Aurions-nous dû, dans ces circonstances, nous lancer dans quelconque campagne électorale en engageant l'argent et l'énergie de nos adhérents avec la menace de voir celui qui devait être notre candidat discrédité et de voir dans ces circonstances le parti discrédité avec lui? Nous estimons que non. L'exemple américain de Joe Biden nous donne actuellement une idée de ce qui aurait pu arriver à l'UPR. C'est pourquoi la large majorité du Bureau national, soutenue par de nombreux cadres, candidats et salariés de l'UPR, ont décidé d'adresser un courrier à François Asselineau pour lui demander des comptes, tant sur sa conduite que sur sa gestion. En agissant de la sorte, le Bureau national et tous les signataires n'ont fait que leur devoir et assumer leurs responsabilités vis-à-vis des adhérents et des donateurs de l'UPR, en demandant des explications au président. Néanmoins, face au refus de François Asselineau, après de nombreuses demandes amicales et démarches amiables, le Bureau national a été contraint d'acter de formuler cette demande de façon plus officielle en lui adressant un courrier. Et ce d'autant plus que des révélations de certains leaks sur Internet rendaient la situation de plus en plus pressante. Ce faisant, les signataires ont peut-être agi avec une certaine précipitation ou une certaine maladresse, mais ils ont agi, et c'est bien là le principal. En dénonçant les agissements de François Asselineau, en s'y opposant de manière claire, les signataires ont sauvé l'honneur de l'UPR. Ce courrier aurait néanmoins dû rester une communication interne. C'était là sa vocation. Aucun signataire n'avait le moindre intérêt à ce que cette affaire soit rendue publique. Malheureusement, comme vous le savez, l'un des destinataires de cet envoi, est-ce le président, le secrétaire général ou la minorité des membres non signataires du Bureau national, a transmis ce courrier confidentiel à la presse. Nous le déplorons. Mais cette publication ne doit pas vous tromper sur nos intentions ni sur le bien fondé de notre démarche.
Souhaitant des explications et non un déballage public, les signataires sont restés muets pendant un moment. Finalement, c'est François Asselineau lui-même qui s'est fait le principal écho de cette affaire en publiant diverses réactions, tantôt réjouies en parlant d'un excellent signe, tantôt outragées en parlant d'un complot ou de conjuré, notamment via les moyens de communication de l'UPR sur lesquels il garde une mainmise totale. Pire, refusant de répondre aux nombreuses sollicitations du Bureau national, en refusant de venir s'expliquer pour de faux prétextes, François Asselineau semblait non seulement se défiler, mais aussi gagner du temps. Et pourquoi faire ? Pour annoncer un congrès anticipé, pour ne pas dire précipité. Cette prise de position nous oblige à réagir publiquement cette fois, tant cette convocation est irrégulière d'un point de vue des statuts. Le président n'ayant pas pouvoir de convoquer seul le congrès, puisque seul le Conseil national est compétent pour en fixer la date. Qui plus est, la convocation de ce congrès apparaît davantage comme un passage en force plébiscitaire qu'un exercice démocratique, dans la mesure où les adhérents n'ont pas les éléments qui leur permettraient de faire un choix éclairé. Les signataires estiment que la tenue d'un congrès dans ces conditions n'est pas souhaitable. Le congrès doit être l'occasion d'intégrer les adhérents dans le fonctionnement du parti et non être utilisé pour instrumentaliser les adhérents à des fins de maintien au pouvoir du président. Dans tous les cas, remplacer le Bureau national actuel par un autre ne fera pas disparaître les dysfonctionnements et les abus que nous avons découverts. Il apparaît nécessaire et indispensable de clarifier la situation en interne avant de renouveler les équipes de direction du parti. Enfin, il convient aussi de réfléchir aux moyens qui ont rendu ces dérives possibles, afin de corriger les failles dans le fonctionnement interne de l'UPR et de se prémunir collectivement contre toute récidive. Dans les faits, trop de pouvoirs, laissés sans contrôle dans les mains d'un seul homme, lui ont permis d'abuser de sa position prépondérante que lui conférait la fonction de président. Aussi, il apparaît non seulement nécessaire, mais également souhaitable, de mettre en place des organes de direction et de gestion plus collectifs, bornés dans leur mandat par des contrôles collégiaux. Il faut que nul ne puisse plus, désormais, se retrouver à décider de tout, tout seul, et à être tenté d'en abuser. Dans cette perspective, les membres du Bureau national de l'UPR et les nombreux soutiens qui les ont rejoints travaillent à la conception d'une nouvelle organisation du parti et souhaitent mettre à contribution les adhérents de l'UPR pour qu'ils participent à l'élaboration de nouveaux statuts. Nous remercions à ce titre les initiatives individuelles ou collectives lancées sur Facebook ou dans des délégations pour permettre une réflexion globale pour la réécriture des statuts qui permettra à coup sûr plus de concertation, plus de transparence et de dialogue entre les membres de l'UPR. L'UPR est un mouvement collectif qui appartient à tous ceux qui s'y reconnaissent et qui aspirent à la réalisation de son programme. Nous sommes déterminés à continuer à défendre ce programme. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous aurons besoin de chacun d'entre vous pour pouvoir, ensemble, surmonter la crise actuelle que traverse l'UPR et continuer à faire vivre notre projet politique et réaliser notre objectif commun. L'UPR sera ce que nous en ferons. Il ne tient qu'à nous de nous en saisir pour le faire vivre et lui donner un second souffle. J'espère que grâce à cette vidéo, les adhérents de l'UPR comprendront bien la portée de notre démarche de sauvegarde, qui vise à continuer notre combat pour la France. Dans ce but, nous devons nous organiser pour permettre la continuité de notre mouvement de libération et faire évoluer l'UPR vers un fonctionnement plus efficace et plus démocratique, favorisant la transparence et l'engagement du plus grand nombre de citoyens souscrivant à notre charte fondatrice. Vive l'UPR, vive la France libre et souveraine, vive le Frexit.